Jérôme, roman de Jean-Pierre Martinet, chapitre 9, première partie. J'ai serré la main de Doucendre devant le passage Nastenka. « Je suis obligé de vous laisser là, excusez-moi », lui ai-je expliqué. « Mais l'on n'aime pas trop me voir rôder autour du collège. Et puis, il vaut peut-être mieux que l'on ne vous aperçoive pas en ma compagnie. Cela risquerait de vous faire du tort. » « Rassurez-vous, Jérôme, plus rien ne peut ternir ma réputation. Salut. Ayez une petite pensée pour moi dans 43 jours. Et n'oubliez pas, des fleurs, beaucoup de fleurs. Et ceci surtout, espérez, plus d'espérance. » Il est parti à grandes enjambées dans la direction du collège. Il était déjà loin quand il s'est retourné pour me faire un petit signe de la main. Il sautillait sur place comme une gamine sur le quai d'une gare, sans doute pour essayer de me faire croire que malgré tout, il était resté jeune et que peut-être un jour, avant sa mort, on se reverrait. Mais je savais bien, moi, que ce n'était pas vrai, et lui-même, bien sûr, le savait aussi. Mais il avait décidé de donner sa pauvre comédie jusqu'au bout, jusqu'au baisser de rideau final, devant la salle vide, sans applaudissements, sans musique, sans rien. Comme ma mame, Doucendre s'enfonçait dans sa nuit à reculons et saluait. Surtout, Jérôme, n'oubliez pas de vous entraîner au billard électrique. 2 ou 3 parties par jour suffisent. Ne vous découragez pas. J'ai tout fait pour vous laisser gagner, mais cela n'a servi à rien. Je vous ai quand même battu. Vous verrez, bientôt vous prendrez votre vraie revanche. Allons, mon ami, courage, courage, espérez, plus d'espérance. Ce n'est pas en un jour que j'ai réussi à atteindre le score fabuleux de 63 956 points. Croyez-moi, il m'a fallu toute une vie. Il a répété en sautillant sur place. Toute une vie, toute une vie. Il m'a semblé l'entendre murmurer. Compassion, si grande compassion. Puis il a éclaté de rire, comme s'il venait de me jouer un bon tour. Une nouvelle fois, j'ai éprouvé l'impression glaçante d'avoir passé plusieurs heures avec quelqu'un qui se faisait passer pour mon ancien professeur, mais n'était en fait qu'une grossière contrefaçon, un masque de carnaval derrière lequel se cachait M. Cloret. Doucendre a disparu dans les couloirs du collège. Je ne saurais jamais s'il m'avait vu en train d'étrangler Paulina, ni s'il avait donné asile, dans son corps, dans son âme, à M. Cloret. Après tout, à quoi bon me torturer ? Tout était peut-être beaucoup plus simple. J'étais en train de devenir fou, et Doucendre n'était sans doute qu'un pauvre homme, assez peu différent des autres. Incapable d'aimer vraiment, il s'était contenté de me capturer pour se distraire un moment. Je n'avais été que le témoin bienveillant dont il avait besoin de temps en temps pour se donner en spectacle et avoir le sentiment d'exister pendant quelques minutes. S'il n'y avait personne pour applaudir ses grandioses projets de suicide, Doucendre devait se sentir extrêmement malheureux. Peut-être alors n'avait-il plus la moindre envie de mourir. Peut-être même y avait-il des années qu'il devait se tuer dans 43 jours. Maintenant que la fête était finie, il retournait à son néant. J'ai brusquement cessé de penser à mon ancien professeur, car, tout près du collège Semivolski, je venais d'apercevoir Paulina Semilionova. Elle donnait la main à sa grand-mère pour traverser la rue, mais la vieille femme, sans doute dans la crainte d'une fugue, avait sorti de son sac à main une grosse épingle de sûreté dorée et avait agrafé sa jupe à celle de sa petite fille. Polly se débattait comme une forcenée pour ne pas se laisser attacher. Elle essayait même de frapper sa grand-mère avec ses poings. À la fin, voyant que ses efforts ne servaient à rien, elle a arraché l'épingle et l'a plantée dans le visage de la vieille dame qui s'est mise à hurler. Je me suis précipité, mais trop tard. Polly s'était enfuie et sa grand-mère gémissait au milieu de la chaussée en se tenant la tête, d'où coulait un mince filet de sang. Elle avait disparu avec une telle rapidité que ce n'était même pas la peine de tenter de la rejoindre. Quant à la vieille femme, je préférais ne rien faire pour lui porter secours. D'autres s'en chargeraient. J'étais bien trop suspect pour m'attarder dans ces lieux. Je suis reparti en courant vers la rue Kennedy. Mais la douleur était là, de nouveau. Je reprenais ma place sur le gibet, après un court répit. Mais aussi, quelle idée de confier une jeune fille pleine de force et de santé à sa grand-mère ? Car enfin, les ombres sont bien trop vivaces, on ne les attache pas au pied des arbres, même par les jours de grand soleil. Et aujourd'hui, c'était encore plus dangereux, car le ciel était couvert. La pluie s'était arrêtée, mais
Était-ce une raison valable? Car enfin, j'avais reçu un tel choc en apercevant Polly que je n'avais même pas fait attention à la manière dont elle était habillée. Et dire que je me torturais depuis des jours et des jours pour savoir ce qu'elle portait. Maintenant que j'avais eu la chance fabuleuse de l'entrevoir, pas un seul détail ne m'était resté dans la mémoire. C'était à s'étouffer de rage. Avec qui pouvait-elle avoir rendez-vous? Tandruc? Marchelot? Dagona? Jouglaine? Le chien Cazot? Debat? Patrouc? Fiot? Rusa? Mangin? Le fils Gratteuse? Si sensible, si vibrante. Paulina, on lui effleure le visage et elle se met à pleurer de bonheur. Personne ne répond, personne ne dit non. Ils sont coupables, tous. Mais ma vengeance sera terrible. Vous avez tenu Paulina Semilionova dans vos bras? Pas un seul de vous n'a eu pitié de moi? N'est-ce pas, Sadova? N'est-ce pas, Galipol? N'est-ce pas, Décalo? Vous l'avez entendu gémir de plaisir? Vous vous êtes réveillé à ses côtés? Vous avez connu la douce pression de sa bouche, la tiédeur de son ventre, et moi non. Moi, non. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ces deux mots, messieurs? Par ordre alphabétique, Arnaud, Ozil, Baturaf, Batiscaf, Cario, Chalapio, Cratère, Drin, Dunard, Ergifane, Erlou, Essiona, Freux, Fuline, Gageot, Gazib, Gazouche, Arti, Assoutage, Assuffle, Atartate, Ginas Perdrou, Jobana, Joux, Léon Séléna, Lorut, Lortu, Loulou, Mafro, Mofra, Nonos, Noudiole. Moi, non. Avec ces 6 lettres, je pourrais mettre le feu à la terre entière, empoisonner l'eau des fleuves, faire crever les troupeaux, faire mourir les poissons, faire pourrir les moissons, se réveiller les morts, s'endormir les vivants, enchanter les marécages. M'entendez-vous? Toujours par ordre alphabétique. Octavon, Aubépine, ou plutôt l'inverse, excusez-moi messieurs. Aubépine, Octavon, Olala, Omichet, Pru, Pux, Puy, Pisame, Candrate, Rezziola, Ribonanais, Rodronou, Rorou, Roussou, Routou, Rouvou, Rouzou, Samadra, Sagnol, Sobipan, Sodiane, Sofrime de Gendre, Solotte, Sotuge, Tibaz, Tibose, Tibuse, Tibise. Toujours par ordre alphabétique, messieurs. Ugine, Ulom, Umum, Unum, Upum, Urum, Usum, Utum, Uvum, Uum, Zup, Zik. Avais-je eu raison de dire messieurs? Car Polly, je l'avais entendu dire parfois, n'avait aucune horreur de son propre sexe, bien au contraire. Alors, mesdames, j'espère que vous m'entendez, vous aussi, vous qui avez eu le plaisir d'introduire votre langue dans la bouche de l'orage, au milieu des nuages, vous qui vous êtes roulés en riant aux éclats dans les champs de maïs trempés de pluie. Alors oui, vous aussi, j'espère que vous crèverez dans les pires souffrances, comme messieurs, par ordre alphabétique, Arda, Audry, Bichon, Bondron, Bouzeille, Buny, Caru, Chaux, Cuvignande, Daram, Dronèze, Dune, Hénandre, Ériménie, Flandre, Fomige, Fouf, Granger, Gumalon, Ézy, Yaminé. Mon Dieu, quelle lassitude, une envie de tout laisser tomber, de m'arrêter là, de me coucher sur le trottoir. Jorquy, Joudret, Jumignon, Junavrier, Lorceda, Louvi. Cette fatigue, comment aller plus loin? Et pourtant il fallait continuer, cerner le danger, le circonscrire. Louzong, Marla, Mon, Moupère, Mo, Nonglis, endiguer le flot, oui. Alors Polly, enfin, serait à moi. Plus un seul regard sur elle, plus une caresse, plus une parole. Je nommais un à un ses amants, et je les faisais disparaître dans la nuit. Je les rendais au néant, d'où ils n'auraient jamais dû sortir. Je les écrasais entre mes doigts comme des punaises. En crevant, ils laissaient derrière eux une odeur fade, mais il en sortait de partout. Ce grouillement me donnait envie de hurler. Le ciel lui-même s'obscurcissait de cette vermine. Noudamig, Novonis, Orsagage, Outendre, Ovou, Patrude, Pringe. Misère, il n'y avait rien à faire pour apaiser ma souffrance. Ces fantômes étaient les plus forts. Rague, Roumigne, Revindre du Bail, Sansino, Saudre, Savaigne, Saxaline. Je suffoquais. Ce n'étaient pas des ennemis dignes de moi. Tous les moyens leur étaient bons pour m'humilier. L'immense armée des amants de Polly grandissait sans cesse. Elle enflait, comme une mer,
Elle me recouvrait lentement, et quand je me croyais enfin, ô délivrance, définitivement submergé, il en venait encore, de tous les coins du monde. Les nuages crevaient, les pierres disjointes se soulevaient, les murs suintaient, des hommes, des femmes, des gamins, des fillettes, des vieillards lubriques, des lesbiennes aux masques de squelettes, des chiens bandant désespérément dans l'espoir d'avoir enfin accès à cette région fabuleuse dont on leur avait tant parlé, des taureaux, des étalons, des gorilles genre King Kong, des limaces un peu trop curieuses, des mille pattes partis de chez eux depuis des années, dans l'espoir insensé de s'introduire enfin entre les cuisses de Polly, des nougris bien sûr, et des enservas, cela va de soi, mais aussi, hélas, des nanduzes, des farlinopes, des estarames, des morne-grules, et là, je le sentais bien, il n'y avait plus rien à faire. Les mots eux-mêmes copulaient entre eux. Ils me narguaient, en formant des accouplements monstrueux. J'avais beau me boucher les oreilles, j'entendais ces sales bestioles ruger, s'entourler sorgneusement dans la dronge, et là se mettre à grincer, fruisser, charnoter, lépioter, impunément, oui, c'était vraiment intolérable. J'étais le seul à n'avoir pas le moindre droit sur Paulina Semilionova. Mon amour faisait de moi un pestiféré dont on s'écartait avec dégoût. Je me suis tourné contre le mur pour qu'on ne me voie pas pleurer. De toute manière, je ne risquais rien. Ce n'est pas à Paris que les passants risquent de perdre quelques secondes pour venir en aide à un homme qui pleure. Ils ont bien trop à faire. J'ai rêvé un instant que Solange me prenait contre elle et me consolait. Mais hélas, je n'avais guère de chance de la rencontrer. Elle n'aimait traîner dans les rues que la nuit. D'ailleurs, elle se serait peut-être cruellement moquée de moi. J'avais encore eu une crise, et j'avais le sentiment maintenant que je n'avais plus la moindre chance de guérir. Sans doute, chez Doucendre, j'avais encore eu la force de... Mais ici, non. Tout s'effondrait, même les mots. Une lèpre mystérieuse rongeait les visages, et au plus profond de moi naissait lentement une parole atroce, visqueuse, comme des bulles à la surface d'un marécage. Ces mots inconnus qui se mettaient à vivre en moi, ces noms de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Une horreur sans limite. J'étais encerclé. Je ne parvenais même pas à nommer mon mal. L'amour est comme l'angoisse, on ne peut lui assigner de frontières bien précises. Une pluie lente, grise et froide, fantomatique. Rien à faire pour lui échapper. Traverserait-on des mers et des continents? J'avais l'impression qu'un autre parlait à travers moi. Comme Doucendre, je donnais asile à des hôtes de passage. L'odeur de la verveine le soir. Mais non, rien que cette voix étrangère. Maintenant, je n'étais peut-être pas tellement différent de mon ancien professeur. Les morts se servaient de moi, les noms à moitié effacés sur les tombes ensevelies dans les herbes folles, veillés par les chats, rongés par les glycines et les caroubiers, donnaient naissance à des créatures qui voyaient en moi un allié, une immense maison vide où il y avait toujours de la place. Comme les vivants, les morts ont sûrement un guide de bonnes adresses. Chambre à bas prix ou gratuite. Repas frugal, mais de qualité. Vue sur la mer, certains avaient vécu, d'autres demandaient à vivre, n'ayant jamais quitté les limbes, d'autres encore réclamaient une deuxième chance que je ferais mieux de leur accorder tout de suite si je ne voulais pas avoir d'ennui. Tous ces parasites avaient un point commun, Polly. Ils l'avaient tripoté, flairé, dégusté, ou, ce qui revient au même, ils avaient rêvé de le faire. Je n'avais pas la moindre indulgence pour cette vermine. Plusieurs vies ne me suffiraient pas pour en venir à bout. Le grouillement était tel que je n'avais pas le moindre espoir de remporter la victoire. Mais je devais lutter. J'étais bien décidé à ne pas m'avouer vaincu sans avoir livré bataille. Je tiendrais jusqu'à l'extrême limite de mes forces. Même mort, je lutterais encore. J'ai essayé de me remettre en marche. Il fallait absolument que je parvienne à quitter la rue Canady. J'arriverais peut-être à aspirer une bouffée d'air frais un peu plus loin. Doucendre n'aurait pas dû me pousser à boire. J'ai toujours très mal supporté l'alcool, surtout le matin, et à vrai dire, depuis hier soir, je n'avais guère été tempérant. Heureusement que Solange ne m'avait pas surpris en train de m'enivrer. À l'idée qu'elle aurait pu me tomber dessus, alors que j'avais un verre d'alcool à la main, je me suis mis à trembler. Pourtant, je me sentais un peu mieux. J'avais détourné mon angoisse. L'essentiel était de ne pas penser à Polly. J'ai répété plusieurs fois le nom de Solange. Il n'y avait pas de meilleur moyen pour mettre Paulina Semilionova en fuite. J'ai réussi ainsi
à atteindre le bout de la rue Canady. Doucendre, maintenant, devait être entré dans la cage au lion. Solange, Solange! Il s'asseyait sans un regard pour ses élèves. Monsieur Cloret, en lui, bougeait encore. Solange, Solange, Solange! Je rythmais ces syllabes magiques en martelant le trottoir du pied. L'incantation me délivrait de cette petite peste de Paulina. Elle s'évanouissait enfin, comme le jour, peu à peu, se laisse dévorer par la nuit. Doucendre pensait à moi en ce moment, j'en étais absolument sûr. Monsieur Cloret devait lui souffler à l'oreille des paroles de vengeance. Il devait lui demander des comptes. Pourquoi avait-il eu la faiblesse de me laisser échapper au lieu de me livrer à la police? Il réclamait justice. Doucendre l'avait trahi. On ne pouvait compter sur personne. C'était à vous dégoûter de vous occuper des vivants. Il ne méritait que l'indifférence, le mépris. Au diable la compassion. Mon ancien professeur faisait son cours d'une voix pâteuse et monocorde, mais il n'attachait pas la moindre importance aux mots qu'il prononçait. Ce qu'il avait devant les yeux, c'étaient mes mains autour du cou de Paulina, serrant lentement, et le corps de la petite siamoise jeté à la hâte sous le lit. Il m'avait espionné par la porte entrebâillée de la cuisine. Je n'avais plus le moindre doute, et il avait compris très vite que c'était moi qui avais tué celui qu'il avait eu la faiblesse d'héberger dans son corps délabré. Solange, Solange, Solange. Oui, ça ne se discutait même pas. C'était une telle évidence. Car enfin, qu'on le veuille ou non, Solange, c'était Solange. Il n'y avait pas à revenir là-dessus. Personne dans la rue ne pouvait me contredire. J'ai sauté sur un jeune homme qui vendait des journaux d'un air abattu. Je l'ai saisi par le revers de son veston et je lui ai posé la question fatidique. Quand il m'a répondu d'une voix blanche, « Bien sûr, monsieur, bien sûr », je l'ai libéré. Il est reparti en courant, non sans m'avoir laissé auparavant un exemplaire de son quotidien. Il avait eu tellement peur qu'il avait sans doute voulu s'attirer mes bonnes grâces. Je n'ai pu m'empêcher de me mettre à rire, car il y avait quelque chose de touchant, d'infiniment pitoyable dans sa lâcheté. Il s'était enfui comme s'il avait été agressé par un spectre. J'ai repensé à Doucendre et je me suis senti de nouveau très mal à l'aise. Il avait vu l'assassin en moi. Toutes ses allusions le prouvaient. Il s'était joué de moi. Il avait savouré mon angoisse, comme une araignée qui se régale d'une mouche qu'elle a réussi à attirer dans sa toile. Je lui avais donné bien du plaisir, oui. Il devait revivre ces moments délicieux maintenant. Il les mâchait lentement. Il les déglutissait dans sa classe, devant ses élèves endormis. Il ne me dénoncerait sans doute pas. Il n'avait rien d'un délateur. Il était pire. Il se gavait de l'abjection qu'il lisait dans les âmes, surtout de celle des personnes pour lesquelles il prétendait avoir de l'affection et dont il endormait la confiance avec un art de magicien. Ainsi, gorgé de dégoût pour les autres et pour lui-même, il pourrait partir sans regret, théâtralement. J'ai déplié le journal que m'avait laissé le jeune vendeur, non pour y lire les dernières nouvelles, dont je me moquais éperdument, mais pour voir si l'on parlait de la disparition de M. Cloret. J'avais beau tourner les pages dans tous les sens, il n'y avait absolument rien, pas le moindre entrefilet. Il est vrai que dans les journaux, on ne parle que des gens célèbres. Les autres peuvent bien crever dans les pires souffrances, on ne leur consacre même pas une ligne. Pas un mot sur M. Cloret. J'étais rassuré, bien sûr, et même soulagé, mais en même temps, je trouvais cette indifférence pour la victime et son meurtrier légèrement vexante. J'ai feuilleté le journal une dernière fois pour voir si l'heure exacte y était indiquée, mais il n'y avait rien. Ma mame se moquait souvent de moi parce que je me refusais à porter une montre et que j'étais malgré tout obsédé par l'heure. J'ai fait une boule du quotidien et je l'ai jetée dans le caniveau. Elle n'est pas allée bien loin. Une chaussure a arrêté sa course. Je me suis penché pour la ramasser. C'était une chaussure de femme à talons plats. La semelle était légèrement décollée. Une chaussure blanche, pointure moyenne. J'ai fondu en larmes, brusquement. J'ai lâché la chaussure et je suis parti en courant. Impossible de savoir qui avait porté cette chaussure. Une blonde? Une brune? Une jeune femme? En quelle année? Et combien de temps? Sous quel ciel? Avec quel rêve? Amour déçu? Amour comblé? Morte peut-être? Ou en train d'agoniser sur un lit d'hôpital? Folle? Tuberculeuse? Ou, au contraire, pleine d'entrain, de joie de vivre? Des enfants? Une petite fille peut-être?
Des garçons? Où donc était l'autre chaussure? Pourquoi cette séparation cruelle? Perdu dans un terrain vague? Jeté dans un vide ordure? Arraché à sa sœur? Je n'arrivais pas à arrêter l'hémorragie. Toute l'horreur, toute la beauté du monde, toute l'horreur de vivre dans ce morceau de cuir blanc, toute l'horreur, toute la joie, un désir tel que j'avais envie de rebrousser chemin pour me saisir de la chaussure et me branler dedans. Ainsi, je lui aurais redonné la vie et elle m'aurait mené vers sa sœur. De là, ensemble, nous serions partis à la recherche de celle qui avait porté ces merveilleuses chaussures blanches. Ça aurait peut-être été le début d'une très belle, très calme histoire d'amour. Un conte de fées dans un décor sordide. Paolina avait peut-être porté ses chaussures blanches, pourquoi pas? Elle semblait être là depuis des années. Cette étrange envie d'aller chasser les opossums brusquement. L'odeur de verveine des cheveux de Polly là-bas. Je me suis arrêté de sangloter d'un seul coup. Mes larmes sont revenues vers mes yeux, comme dans un film que l'on passe à l'envers. Ce n'était pas tellement difficile, il suffisait de savoir commander. Un peu de volonté, et la chaussure blanche s'engloutissait dans la nuit, avec un bruit de lilas froissé. J'étais au bout de la rue Canadi maintenant. Je me suis demandé de nouveau quelle heure il pouvait bien être. Il était urgent que je sache. Pas de fioriture, l'heure exacte. J'étais capable de supporter la vérité. Mieux même, je l'exigeais. Je me suis approché d'un pas décidé d'une grosse dame qui essayait désespérément de boutonner un manteau en cuir beaucoup trop petit pour elle. « S'il vous plaît, l'heure exacte. Ne me cachez pas la vérité. J'ai besoin de savoir. Je suis prêt. N'hésitez pas, j'en ai déjà tellement vu. Plus rien ne peut désormais me blesser. Parlez, un mot juste. Mais attention, je ne me contenterai pas d'approximation. L'heure exacte, c'est-à-dire au 10e de seconde près. » La grosse dame m'a regardé d'un air exaspéré. Elle était presque chauve. La sueur plaquait ses rares cheveux bruns sur son front. J'avais l'impression qu'ils avaient été dessinés au crayon noir. L'heure exacte, parlez. Baudruche, oui, c'était bien cela. Une baudruche en forme de grosse dame pour amuser les enfants. Décidément, je n'avais pas de chance. Où donc était passée la vie? Mon ancien professeur, déjà, n'était plus que l'ombre de lui-même. Une salle de conférence vide, où n'importe qui pouvait s'emparer du micro et prendre la parole. J'avais tellement envie de rencontrer un vivant, chair et sang. Mon Dieu, quelle joie et souffrance, amertume, tranquillité finalement. Madame, bonjour. Le ciel tourne au vert, tant pis. C'est mauvais signe. Galerie blafarde, odeur aigrelette, tellement envie d'un vivant. La chair, le sang, pour me nourrir et revivre à mon tour. Un tel désir de lumière. Même la 4e bête, mon amie, avec ses dents de fer et ses griffes de bronze, ne pouvait rien contre ce désir de reverdir. Le ciel tourne au vert, madame. D'autres temps viennent, il faut se préparer. La 4e bête ne vous oubliera pas. Mais restez calme, je vous en prie. Pour l'instant, il ne me faut que l'heure exacte. La grosse dame m'a répondu sèchement que si je voulais absolument savoir l'heure, je n'avais qu'à acheter le journal ou téléphoner à l'horloge parlante. Car enfin, moi, monsieur, je n'ai de compte à rendre à personne. Même pas à vous. J'ai déjà donné. Barrique sur 2 poutres, c'était déjà dur à l'école, comme le dit la chanson. Mais n'oubliez pas, à l'heure où le soleil, ramenant le soir, enlève aux choses leur éclat, eh bien moi, je suis toujours là, et je ne remercie personne. Même la lumière bienheureuse des habitants des cieux, suprême espérance des mortels, ne m'atteint pas. On dirait qu'elle m'évite, comme si j'étais pestiféré. Et pourtant, je n'ai aucune envie de célébrer vos merveilles, monsieur, croyez-moi. Car enfin, notre esclavage ne durera pas des milliers d'années. Mes lèvres ne vous glorifient pas, au contraire. Une lame d'acier fondra sur vous à la vitesse de l'éclair, et vous ne pousserez même pas un cri. Ne soyez pas dans l'allégresse, aucune récompense ne vous attend dans le ciel. De faux prophètes surgiront en grand nombre, et ils vous escorteront jusqu'à la fin. Il y aura des pestes et des famines, et des tremblements de terre en divers lieux. Les drapeaux rouges claqueront comme des voiles au petit matin, quand le vent se renverse et que des courants glacés parcourent la mer. Alors, on vous livrera à la torture et on vous tuera. Mais tout ça ne sera que le commencement des douleurs. Gardez-vous de vous troubler, monsieur, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Je dois vous le dire. En vérité,
Il n'est rien de secret qui ne doive être découvert, ni rien de caché qui ne doive être connu. Ne craignez donc point, monsieur. Ce que je vous dis dans les ténèbres, vous le répéterez dans la lumière. Peut-être que vous aussi vous tromperez beaucoup de monde, comme ces faux prophètes qui parcourent le monde en tous sens depuis quelque temps. Royaume contre royaume. Irez-vous quand même à la chasse aux opossums? Il ne sera peut-être plus temps. Profitez-en gardement, avant que votre père, ce gredin, vous dévore à sa faim, et qu'il vous dise que ta demeure reste vide et que personne n'y habite. Maquille les cadavres qui séjournent chez toi, et donne-leur un semblant de vie. Honore-les, car ils sont plus seuls que les chacals dans le désert. La grosse dame devait porter ces paroles en elle depuis un bon moment, car lorsqu'elle s'est tue, il m'a semblé qu'elle avait légèrement diminué de volume. Pour me faire bien voir, j'ai cru bon de la féliciter. « Vous avez maigri, il me semble, madame. » Je devais absolument l'amadouer, elle en savait trop sur moi. L'allusion qu'elle avait faite au cadavre que j'hébergeais m'avait glacé le sang. « Monsieur, je crois vous l'avoir déjà dit, je n'ai de compte à rendre à personne, ni sur mon poids, ni sur autre chose. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. J'ai d'autres chats à fouetter. » Je me suis senti affreusement vexé, tout d'un coup. « Madame, je me permets de vous faire remarquer que je viens de feuilleter le plus grand quotidien parisien et que l'heure exacte n'y est indiquée nulle part, même pas dans la rubrique des faits divers. Alors, je suis toujours là, monsieur, et je ne remercie personne, car nous ne sommes pas encore hors des portes de la ville. Donc je vous dis, laissez-moi. Allez vous faire foutre. Merci beaucoup, chère madame, de votre extrême amabilité. Si je puis me permettre de vous donner un conseil, laissez ce manteau. Vous n'arriverez jamais à le boutonner. » Je me suis éloigné à grandes enjambées, hors de moi, mais la grosse dame m'a couru derrière et m'a mordu la fesse, violemment, jusqu'au sang. Je me suis retourné en hurlant et je lui ai demandé quelle mouche la piquait. Mon pantalon devait être déchiré. Je sentais bien avec ma main que le tissu, pourtant de fort bonne qualité, avait été entamé. « Et le pantalon, madame, qui le paiera? Vous, peut-être » J'essayais d'attirer l'attention des passants en élevant la voix, mais personne ne s'arrêtait. La grosse dame en a profité pour reprendre l'avantage. Elle était rouge à éclater, et elle faisait tournoyer son sac dans sa main droite. « Car enfin, monsieur, je vais vous dire, moi, je suis malade. J'ai les nerfs à bout. Mon mari s'est fait renverser par une voiture il y a 2 jours, et il est en train d'agoniser à l'hôpital. Ma fille est folle depuis 3 ans. En dernière limite, j'ai été obligé de la faire hospitaliser à Sainte-Anne. Moi-même, je sors d'un examen médical où l'on vient de m'apprendre que j'ai un cancer de l'intestin. Alors, vraiment, monsieur, voyez-vous, je ne vous permets pas de me demander l'heure sur un ton aussi insolent, ni surtout de vous moquer de ce manteau en cuir que je viens d'acheter en solde pour 150 000 francs. Et dans quel but? Eh bien, tout simplement, dans le but de me remonter le moral. Parfaitement, oui. J'en ai bien le droit, non? Et en plus, il ne me va pas. Parfaitement, monsieur. Il est bien trop petit pour moi. Et je ne peux même pas l'échanger car j'ai arraché l'étiquette. Je l'avais essayé pourtant, mais c'était avant mon examen médical. Et depuis, j'ai grossi. Et il ne me va plus. Car vous devriez savoir, monsieur, que le malheur fait grossir. Vous êtes bien placé pour vous en rendre compte, vous qui pesez au moins 160 kilos. Alors, s'il vous plaît, bas les pattes. » J'ai reçu son sac en pleine figure et je me suis retrouvé sur le trottoir, assis au milieu des passants indifférents, précisant timidement que je ne pesais pas 160 kilos, mais seulement 150.